Dernière fois, j'ai été interrompu. L'hypersexualisation consiste à donner un caractère sexuel à un comportement ou à un produit qui n'en est pas en soi. C'est un phénomène de société selon lequel de jeunes adolescentes ou adolescents adoptent des attitudes selon lequel... qu'est-ce que je raconte? Euh, c'est un phénomène de société selon lequel de jeunes adolescentes et adolescents adoptent des attitudes et des comportements sexuels jugés trop précoces. Elle se caractérise par un usage excessif de stratégies axées sur le corps dans le but de séduire et apparaît comme un modèle de sexualité réducteur, diffusé par les industries à travers les médias qui s'inspirent des stéréotypes véhiculés par la pornographie, hommes dominateurs, femmes objets, séductrices et soumises, centre de recherche et d'information des organisations de consommateurs, 2011. Nous reviendrons sur ce malheureux changement de la société dans le chapitre 10. Dépression, cyberharcèlement. 97% des adolescents font usage des réseaux sociaux les plus populaires. Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Montréal met en lumière les risques des réseaux sociaux sur la santé mentale des adolescents. Le rapport paru dans le journal scientifique JAMA Pediatrics estime que Facebook, Twitter, Instagram et les autres avaient une influence bien plus néfaste que les jeux vidéo. Les scientifiques canadiens ont mesuré le temps d'exposition et la nature du contenu regardé sur les réseaux sociaux, la télévision, les jeux vidéo et l'ordinateur de 4000 jeunes Canadiens. Et ils ont constaté que les ados qui abusaient des réseaux sociaux et de la télévision présentaient plus de symptômes dépressifs que les autres, tels qu'un sentiment d'inutilité et de pensée morbide. Selon les chercheurs, ces sentiments sont surtout dus au fait que les jeunes consultent beaucoup de sites les encourageant à se comparer aux autres. Ils sont donc plus enclins à avoir une mauvaise estime d'eux-mêmes. Les médias sociaux et la télévision exposent fréquemment les adolescents à des images d'autres jeunes mieux nantis, comme ceux ayant un corps parfait, un style de vie plus palpitant ou plus d'argent, souligne l'auteur principal de l'étude, Elroy Boer. Pire encore, les réseaux sociaux aggravent la situation, car les jeunes recherchent des informations conformes à leur humeur du moment. Et c'est le cercle vicieux. Plus l'état dépressif influence les choix de visionnage d'un individu, plus on lui suggère et lui fournit des contenus similaires. Que savent ces riches cadres tech sur les propres produits que leurs consommateurs ne savent pas, écrivent Joe Clément et Matt Mills. En 2007, Bill Gates, ancien directeur général de Microsoft, avait imposé une limite de temps devant un écran quand sa fille avait commencé à développer un attachement malsain à un jeu vidéo. Aussi, il ne laissait pas ses enfants avoir de téléphone portable jusqu'à ce qu'ils aient 14 ans. Aujourd'hui, l'âge moyen pour qu'un enfant ait son premier portable est de 10 ans. Steve Jobs, qui était le PDG d'Apple jusqu'à son décès en 2012, a révélé dans une interview avec le New York Times en 2011 qu'il interdisait à ses enfants d'utiliser le nouvel iPad. Après des décennies de baisse, Après des décennies de baisse constante, les suicides et les symptômes dépressifs chez les jeunes âgés de 13 à 18 ans sont repartis à la hausse aux États-Unis depuis 2010. Et pas qu'un peu, une tendance d'autant plus préoccupante chez les adolescentes. Chez les jeunes filles, le taux de suicide a augmenté de 65% entre 2010 et 2015 et a été multiplié par deux depuis la fin des années 1999. Qu'est-ce que je raconte? Depuis la fin des années 1990. Tels sont les résultats d'une grande étude menée par une équipe de psychologues affiliés aux universités de San Diego et de Floride, sur la base de deux enquêtes rassemblant 506 820 individus, un travail montrant que la prévalence des symptômes dépressifs est indépendante de la classe sociale et que le nord-est des États-Unis semble relativement épargné par cette nouvelle vague suicidaire. Comment expliquer ce phénomène? Jean M. Twenge, Thomas E. Joyner, Megan L. Rogers et Gabriel N. Martin n'établissent aucun lien de causalité directe, mais pointent du doigt de probables coupables, l'usage des écrans en général et des réseaux sociaux en particulier. Ainsi, selon leurs calculs, les adolescents branchés sur leur smartphone plus de 5 heures par jour ont 66% de risque supplémentaire de souffrir de symptômes suicidaires que ceux qui ne consacrent qu'une heure quotidienne aux écrans. En outre, la hausse spectaculaire du taux de suicide et de symptômes dépressifs chez les adolescents coïncide avec le boom des appareils connectés et de la fréquentation de réseaux sociaux. En 2015, 92% des adolescents américains possédaient un smartphone.
Le cyberharcèlement est défini comme un acte agressif, intentionnel, perpétré par un individu ou un groupe d'individus au moyen de formes de communications électroniques de façon répétée à l'encontre d'une victime qui ne peut facilement se défendre seule. Le cyberharcèlement se pratique via les téléphones portables, messagerie instantanée, forums, chats, jeux en ligne, courriers électroniques, réseaux sociaux, sites de partage de photographies, etc. Il peut prendre plusieurs formes telles que les intimidations, insultes, moqueries ou menaces en ligne, la propagation de rumeurs, le piratage de comptes et l'usurpation d'identité digitale, la création d'un sujet de discussion, d'un groupe ou d'une page sur un réseau social à l'encontre d'un camarade de classe, la publication d'une photo ou d'une vidéo de la victime en mauvaise posture. Le sexting, c'est la contraction de sexe et de texting. On peut le définir comme des images produites par les jeunes, 17 ans et moins, qui représentent d'autres jeunes et qui pourraient être utilisées dans le cadre de la pornographie infantile. Nous reviendrons sur l'utilisation des big data dans le chapitre 9, sur le recrutement via les réseaux sociaux dans le chapitre 6 et sur l'hypersexualisation par les réseaux sociaux dans le chapitre 10. Contrôle climatique, géo-ingénierie. La géo-ingénierie est l'ensemble des techniques qui visent à manipuler et modifier le climat et l'environnement de la Terre et par extension d'une planète en première intention et à grande échelle. L'objectif est généralement correctif plus que préventif. Le préventif relevant plutôt du génie écologique et de l'éco-conception. Elle ne doit pas être confondue avec la géo-ingénierie du sous-sol mine. Une définition française produite par un groupe réuni par l'Agence nationale de la recherche ANR, se voulant constructive et non dogmatique, publiée en 2014, est la géo-ingénierie de l'environnement correspond à l'ensemble des techniques et pratiques mises en œuvre ou projetées dans une visée corrective à grande échelle d'effet de la pression anthropique sur l'environnement. Il importe de bien distinguer la géo-ingénierie qui met en jeu des mécanismes ayant un impact mondial sur le système planétaire terrestre, des techniques et pratiques d'atténuation ou ayant simplement un impact local. Les auteurs précisent que cette définition prend en compte la charge de valeur, non-neutralité axiologique, de la notion de géo-ingénierie. Pour ce groupe, la traduction de l'anglais geo-engineering par le mot géo-ingénierie n'est pas satisfaisante. D'autres traductions proposées sont ingénierie climatique et ou environnementale, ingénierie du système Terre, Gaïa-ingénierie, ingénierie globale et ingénierie climatique, planétaire, qui ne semblent pas non plus se calquer sur le contenu sémantique du mot anglais. À la fin des années 1940, on s'inquiète des effets possibles d'un hiver nucléaire, planétaire en cas de Troisième Guerre mondiale si l'armement nucléaire était utilisé. Les changements climatiques intéressent de nombreux chercheurs, tant pour leurs causes que pour leurs effets. Les scientifiques montrent que l'homme est devenu capable de modifier certains aspects de son environnement à une vitesse qui dépasse celle des grandes forces géologiques et parfois avec des petits moyens, par exemple avec les effets des fréons sur la couche d'ozone. Durant la guerre froide, utiliser les modifications de l'environnement comme une arme possible devint un enjeu important pour les deux superpuissances et certains think tanks. Les scientifiques cherchent alors à provoquer des pluies ou dompter des tornades à des échelles locales, puis des propositions de géo-ingénierie ont été étudiées et parfois expérimentées par des armées en tant qu'armes de guerre depuis la Seconde Guerre mondiale. Des tentatives peu concluantes sont faites pour modifier le climat des États-Unis dans les années 1950 et 1960, puis lors de la guerre du Vietnam au début des années 1970. Certains États s'inquiètent des effets des expériences faites par les États riverains. Ainsi, en 1975, le Canada et les États-Unis signent un accord bilatéral relatif à l'échange d'informations sur les activités civiles de modification du temps. En 1977, les usages militaires sous l'effet de l'opinion publique notamment sont réprouvés par les Nations Unies par la Convention sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toute autre fin hostiles. ENMOD. L'opinion publique et la plupart des scientifiques, selon l'historien de la météorologie aux États-Unis, James Fleming, qui évoque rétrospectivement en 2006 une histoire pathologique des modifications du climat
et qui dénonce en 2010 cette volonté démiurgique de contrôler le ciel et le climat. Le GIEC a ensuite précisé qu'il ne recommandait aucune stratégie d'atténuation ou politique climatique et qu'il ne recommandait pas la géo-ingénierie comme une façon de limiter le réchauffement global à 1,5 à 2 degrés à la fin du siècle. Selon le rapport ANR 2014 page 7, le concept et ou le mot géo-ingénierie a chez certains un effet anxiogène, évoquant des expériences prométhéennes ou d'apprentis sorciers, alors que pour d'autres, il a un effet libérateur et évoque une voie qui éviterait d'avoir à se préoccuper des émissions de gaz à effet de serre, des énergies fossiles et pourrait même éventuellement être une source de valeur. En 1996, plusieurs hauts gradés de l'armée américaine présentent à l'Air Force un rapport intitulé Weather as a Force Multiplier, Owning the Weather in, le climat comme un multiplicateur de force posséder le temps. Le colonel Tamsi J. House, les lieutenants-colonels James B. Neer Jr. et William B. Shields, les majors Ronald J. Celentano, David M. Husband, Anne E. Mercer et James E. Prug, les auteurs du rapport sont tous des hauts gradés, tous rattachés à la Air University, l'université de l'US Air Force. Leurs travaux visent un objectif, permettre à l'horizon 2025 à l'US Air Force de maîtriser le climat, lui donner ce faisant la possibilité d'agir sur les pluies, les brouillards et les tempêtes dans le but d'asseoir sa domination militaire et aéronautique. En 1950, le mathématicien et physicien John von Neumann, 1903-1957, qui a participé à de nombreux programmes militaires américains, proposait sa vision de l'avenir dans son article Can We Survive Technology? Fortune, juin 1955. L'avènement de la guerre civile, l'intervention dans le domaine atmosphérique et climatique, se déploiera à une échelle aujourd'hui difficile à imaginer. Cela interférera dans chaque relation de pays avec tous les autres, plus fortement que la menace de l'arme nucléaire ou que tout autre pourrait le faire. Projet Popeye a été l'expérience de l'augmentation des précipitations par ensemencement conduite par nuages. Les aspects techniques de l'expérience ont été vérifiés par le docteur Donald F. Hornig, adjoint spécial du président américain pour la science et la technologie. En octobre 1966, le projet Popeye a été testé dans une gamme du Laos, la langue orientale de Bolovens Plateau, dans le Kong, si la vallée de la rivière. Le gouvernement du Laos n'a pas été au courant du projet, de ses méthodes et de ses objectifs. Le test a été effectué par le personnel de la station d'essai Naval Ordnance située à China Lake, en Californie. 50 expériences d'insémination des nuages ont été menées avec le résultat que 82% des nuages de pluie produites dans une courte période après avoir été tête de série. On a prétendu que l'un des nuages ont traversé la frontière du Vietnam et a chuté de 22 cm de pluie sur un champ de forces spéciales américaines pour une période de 4 heures. Après avoir été terminé avec succès les essais, le projet Popeye est passé d'une expérience à un programme opérationnel département de la défense des États-Unis. Entre 1967 et 1972, la guerre du Vietnam va donner aux Américains l'occasion d'expérimenter leur maîtrise de ces nouvelles armes. L'opération Popeye fut renouvelée du 20 mars 1967 jusqu'au 5 juillet 1972. Elle avait un but, prolonger la saison de la mousson, notamment au-dessus de la piste de Ho Chi Minh. Il s'agit d'embourber celle-ci et d'entraver ce faisant les déplacements de l'ennemi. Le programme de modification chimique du climat a été mené depuis la base aérienne de Udon Thani en Thaïlande en direction du Cambodge, du Laos et du Vietnam. Elle aurait été sponsorisée par le secrétaire d'État Henry Kissinger et la CIA sans l'autorisation du secrétaire à la Défense Melvin Laird,
qui avait refusé catégoriquement que la météo soit utilisée comme arme tactique. Source New York Times News Service. Rain making used as a weapon in SE Asia. Daytona Beach Morning Journal. Daytona Beach, Florida, 19 mai 1974. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.